Bienvenue pour cette conférence qui va concerner donc les personnes diabétiques, une nouvelle vie grâce à la tech. Donc nous avons des pompes à insuline de plus en plus intelligentes, des applications sur smartphone qui permettent de contrôler la glycémie, des interfaces numériques qui permettent là également d'avoir des rendez-vous médicaux plus rapidement. Donc ce sont toutes ces questions que nous allons aborder donc avec le professeur Éric Renard, que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Donc professeur Renard, vous êtes chef de service endocrinologie, diabétologie au CHU de Montpellier. Vous êtes médecin coordinateur du centre d'investigation clinique de l'INSERM 14011 et vous êtes président de la Société francophone de diabète. Prenez place, je vous en prie. Et donc, nous accueillons également Nathalie Merlet, qui est une patiente qui a accepté de témoigner. Nathalie, donc, qui vit avec un pancréas artificiel, elle nous dira cela. Et pour animer ce très bel échange, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Gralet, donc rédacteur en chef Sciences et Technologies du Point, que l'on peut également applaudir. Et Guillaume, donc, je te passe la parole pour cette très belle conférence. Merci beaucoup. Merci. Alors, on est ravis d'être ici à Montpellier parce qu'on va voir qu'il se passe énormément de choses en recherche, en application, parce qu'on parle aujourd'hui, tu l'as dit Hélène, d'une situation qui touche 3 millions de personnes avec différents types. On va en parler tout de suite avec vous, professeur, mais on va voir à quel point, et c'est ça qui est absolument génial, c'est un super message. Et là, depuis une demi-heure, je suis ravi parce que on a parlé avec le professeur, avec Nathalie Merlet, qui va nous parler de sa situation, comment elle a changé grâce à la technologie, comment ça peut encore changer. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde, elle est super active, elle a plein de choses à vous raconter, mais on va commencer avec vous, professeur. Qu'est-ce que le diabète, quels sont les différents types et comment on les vit, en fait, tout simplement? Alors le diabète, vous l'avez dit, effectivement, ça concerne à peu près 3 millions de personnes en France. C'est 5% de la population, donc c'est une maladie qui est très fréquente. Mais sous le terme diabète, donc diabète, ça veut dire trop de sucre. Il y a trop de sucre dans le sang. Il y a deux grands types. Il y a le diabète, le plus courant, c'est le diabète de type 2, qui représente au moins 90% des cas. C'est une maladie qui se développe beaucoup, c'est une maladie de civilisation en fait. C'est les gens qui mangent trop, qui font pas d'activité physique et qui ont malheureusement une génétique qui les expose à ça. Et puis il y a cette forme dont on va parler aujourd'hui principalement, qui est le diabète de type 1. Donc là, c'est une maladie auto-immune où le corps ne reconnaît plus les cellules qui produisent l'insuline et va les détruire. Oui, tout à l'heure, vous me disiez, c'est un peu comme ça va bouleverser la vie des gens qui sont touchés, en fait. Oui, c'est-à-dire que souvent, les diabétiques de type 1 n'ont personne dans leur famille qui a ce diabète. Et donc, on dit que c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui allez très bien, comme vous et moi, et qui tout d'un coup se met à uriner beaucoup, à avoir soif sans arrêt, à perdre du poids. Dans un tiers des cas, c'est des enfants ou des adolescents. C'est ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que de plus en plus, il y a des cas chez des enfants jeunes. Moi, quand j'ai commencé mon métier, en fait, avant l'âge de 5 ans, ça n'existait pas quasiment. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont 9 mois qui deviennent diabétiques de type 1. Donc, il y a quelque chose dans notre environnement qui change les choses. Ouais. Mais il ne faut pas oublier aussi que 2 tiers des cas surviennent à l'âge adulte. C'est-à-dire que j'ai eu des cas, moi, à 80 ans, des gens qui sortaient un diabète de type 1. À 80 ans, ouais. D'accord. Alors, ça touche beaucoup de personnes, on en a parlé. Moi, ce que je trouve très intéressant, peut-être je vous fais intervenir tout de suite, Madame Merlet, c'est sur comment vous avez vécu avec le diabète et revenir un tout petit peu, parce que ça a beaucoup, beaucoup changé. Au tout début, peut-être, avec des situations où c'était très contraignant, et puis de plus en plus, ça se facilite, en fait. Oui, donc... moi, j'ai eu du diabète à 16 ans, donc il y a 44 ans. Au départ, j'ai rencontré un professeur qui m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant, j'en ai eu 4, que je ne ferais jamais rien de ma vie, que je serais aveugle, que je vais mourir très jeune, que j'aurais plus de pieds, que j'aurais plus de... Enfin, les reins seraient abîmés. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on m'a dit au départ à 16 ans. Donc j'ai eu ça a été un peu dur pour moi, de cette annonce. Et puis voilà, la technologie a fait que c'est incroyable. Enfin, cette nouvelle technologie nous amène, enfin,
les diabétiques, enfin moi j'ai vécu vraiment 44 ans de diabète où au départ j'urinais dans un petit pot, je mettais un cachet pour voir à peu près à combien j'étais par rapport à la couleur. Et maintenant, je prends mon téléphone et je regarde à combien je suis, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ça a beaucoup évolué. C'est magnifique, quoi. Vraiment. Très bien, très bien. Puis on va revenir sur ces étapes différentes et puis sur la pompe que vous portez aujourd'hui. Juste sur le diagnostic, comment on peut savoir en fait qu'on a le diabète? Est-ce que les personnes qui sont dans la salle qui s'interrogent, par exemple? Donc les signes qui sont surtout dans le diabète de type 1, c'est le fait d'uriner beaucoup, puisque quand on a trop de sucre dans le sang, il passe dans l'urine, et donc ça va faire uriner beaucoup. On urine sans arrêt, donc on a très soif, donc on se met à boire 2, 3, 4 litres d'eau par jour et uriner en proportion. Et comme le glucose, parce qu'il n'y a plus d'insuline, le glucose ne rentre plus dans les cellules, en fait, on maigrit, c'est-à-dire on perd du poids, puisque tout ce qu'on mange, en fait, ça traverse. En grec, diabète, ça veut dire traverser. Donc, en fait, tout ce qu'on mange repart dans les urines, et donc les gens maigrissent. Et à un stade ultérieur, mais je crois que votre diabète s'est révélé comme ça, ça fait un coma diabétique, c'est-à-dire qu'en fait, on a plein de sucre dans le sang, mais il ne rentre plus dans les cellules essayent de se défendre, mais du coup, ça provoque la libération de toxiques, les corps cétoniques, qui provoquent un coma. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de cas de diabète qui se révèlent par un coma, parce que c'est vrai que quand les parents n'ont pas d'historique dans la famille de diabète, ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant se met à uriner. Parfois, c'est des enfants qui se remettent à faire pipi au lit la nuit, alors qu'ils étaient, depuis longtemps, ils ne faisaient plus ça. Donc la JD actuellement fait toute une campagne nationale d'information pour éviter justement que les enfants arrivent à l'état diabétique dans le coma. Il y en a même qui meurent encore, malheureusement, même en France, par leur retard diagnostique, parce qu'on trouve toujours un tas de raisons pourquoi on se met à boire beaucoup. Et en fait, il faut avoir la puce à l'oreille, c'est-à-dire se mettre à boire et à uriner comme ça, c'est pas normal. Et ça doit conduire au diagnostic du diabète. Le diagnostic se fait facilement, c'est simplement une piqûre au bout du doigt qui montre que la glycémie est élevée. En principe, à jeun, on dépasse pas 1,26 g par litre. Donc, si on a 2-3 grammes, évidemment, c'est pas normal. Très bien. Donc, ensuite, on va voir toutes les différentes technologies avec les capteurs, les pompes, peut-être à l'avenir les greffes. J'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont passées récemment en Chine. Une fois qu'on a fait ce diagnostic, quelle est la marche à suivre en réalité ensuite? La première chose, c'est qu'il faut éduquer les patients à se prendre en charge eux-mêmes pour qu'ils puissent mener une vie normale. Donc, ce qu'a entendu par malheur Madame Merlet à l'époque, maintenant c'est complètement abracadabrantesque. Jamais on dira à un diabétique récent, vous allez mourir. Oui, c'est ça, parce que c'est très touchant ce qu'on vous a dit à l'époque. On vous a dit, vous n'allez pas pouvoir avoir d'enfants, pas voyager. C'était quand même assez traumatisant. Et aujourd'hui, on ne dit plus du tout ça, en fait, heureusement. Non, il faut apprendre à vivre avec la maladie. Et donc, pour vivre avec la maladie, évidemment, il faut être autonome. Donc, la première partie est très éducative. C'est-à-dire qu'on explique, comme on le fait aujourd'hui, c'est quoi le diabète, qu'est-ce qu'il faut. Il faut que la glycémie soit la plus normale possible. Mais le diabète, surtout le type 1, c'est très difficile à soigner parce qu'en fait, tout dans la vie fait changer la glycémie. Si vous avez une émotion, la glycémie monte. Si vous faites du sport, la glycémie baisse. Et donc, la charge mentale pour les patients, c'est de dire quelle dose d'insuline je vais faire alors que j'ai prévu de manger tel truc et de faire du sport après. Donc, ce que fait la technologie, c'est qu'elle remplace cette charge mentale. C'est-à-dire que ça fait automatiquement ce que les patients passent leur temps à réfléchir, penser, et ils se trompent évidemment, parce que on a beau avoir une bonne éducation, on ne peut pas saisir tout ce qui peut arriver. Donc là, si j'ai bien compris, et vous allez nous expliquer, c'est-à-dire que vous avez d'abord un système de capteurs qui va renseigner cette pompe, et là, l'intelligence artificielle va intervenir pour délivrer elle-même la bonne dose qui va vous aider à ou baisser. Et ce que je trouve fascinant, parce qu'on parle énormément d'intelligence artificielle en ce moment, l'intelligence artificielle, avec votre accord bien sûr, va prendre des décisions et ça vous libère. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une journée type, comment ça se passe? Il y a même une application, vous pouvez nous la montrer et expliquer comment ça se passe. Une journée type, c'est... je
je ne sais pas comment dire. Mais comme vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en réalité, vous allez renseigner... Voilà, le matin, quand je déjeune, Ouais. je donne le nombre de glucides que je vais manger. Et là, donc la pompe va dire, elle attend, préalablement avec le professeur, on a regardé ce qu'il me fallait, parce que chaque diabétique est complètement différent. Donc voilà. Et une fois qu'on a rentré les bases dans la donnée, la pompe va dire, pour, je sais pas, 25 grammes de glucides, il faut tant d'unités d'insuline. Et du coup, là, moi, si je vais marcher, par exemple, je mets activité, et là, il va calculer que ça doit être au-dessus d'1,50 gramme quand je marche. Voilà. Et après, voilà, les journées se passent parce que je renseigne beaucoup de choses, mais ça vous permet d'avoir une vie absolument géniale où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ouais. Alors, le professeur a préparé 7 diapositives. Voilà. Juste pour illustrer ce que, en fait, la première ne veut pas revenir. Mais voilà. Super. Donc ça vous symbolise, c'est quoi, comment c'est quand on a un diabète de type 1. Donc ça, c'est les données de capteurs. Vous avez des exemples à droite et à gauche. Donc les personnes portent un capteur. En général, vous le voyez dans la rue au niveau du bras. Et ce capteur va mesurer en continu le taux de sucre. Et les patients peuvent savoir donc en temps réel quasiment leur taux de sucre en regardant leur smartphone. Ils savent s'ils sont en hyper, en hypo. Et là, vous avez l'exemple donc d'un cas d'un patient diabétique. Vous voyez que théoriquement, s'il était bien contrôlé, il devrait avoir en permanence ses glycémies entre les 2 lignes vertes. Là. Et donc, vous voyez que ce n'est pas le cas, puisqu'on a des parties rouges, ça veut dire qu'il a fait des hypoglycémies durant la nuit, et puis des parties oranges, il était en excès de sucre pour une autre partie du temps. Donc, en fait, tout le défi d'un diabétique de type 1, c'est d'être sans arrêt dans la zone verte. Là. Et donc, de calculer quelles sont les doses d'insuline qu'il va devoir faire quand il mange, quand il fait du sport, pour être en permanence dans cette zone verte. Alors, comme l'a dit Madame Merlet, au départ, on faisait ça avec des piqûres. Donc, il fallait, en faisant 1, 2, 3, 4 piqûres par jour, faire des devinettes et de dire, bon, alors, il faut que je vais faire ça, donc quelle dose je vais faire. Enfin, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'insouciance. Quand on devenait diabétique de type 1, on ne pouvait plus être insouciant, parce qu'en permanence, on devait dire, mais alors, attention, là, par exemple, je vais venir parler sur un plateau, et si je fais un malaise, là, ça va pas aller. Donc, en permanence, il fallait réfléchir à ça. Donc, c'est un challenge impossible. Donc, ce qui a été développé à travers donc, le pancréas artificiel, c'est ça, en fait. Donc, en fait, Continuous Glucose Sensor, c'est le capteur qui mesure la glycémie en permanence. Cette information est transmise à une intelligence artificielle qu'on appelle algorithme de contrôle. Donc, en fait, cette intelligence artificielle prend en compte la glycémie et va deviner comment elle va évoluer dans l'heure qui vient. Et à partir de là, elle va aller commander, tout ça sans fil bien sûr, une pompe à insuline. Et cette pompe à insuline donc, va délivrer la quantité d'insuline que l'intelligence artificielle lui a demandé. Et bien sûr, donc, ça va ramener la glycémie dans la norme. Et dès que la glycémie s'écarte de la norme, l'intelligence artificielle, sur la base des données du capteur, va aller réadapter la pompe. Donc c'est comme un thermostat chez vous, si vous voulez, c'est-à-dire que quand la température monte, la chaudière s'arrête et inversement. Ouais, c'est un couple qui fonctionne très bien ensemble. Donc là, aujourd'hui, Madame Merlet, vous vivez avec ces capteurs et cette pompe à insuline. Une pompe à insuline que vous changez tous les 3 jours. 3 jours, c'est ça? Oui, 3 jours. Et le capteur tous les 9 jours. Tous les 9 jours. Ouais. Voilà, là vous avez des exemples, en quoi ça consiste. Donc vous avez une pompe qui est un truc miniaturisé, c'est de la taille d'un petit smartphone, dans lequel on met une cartouche d'insuline pour quelques jours. Et puis vous avez en gris les capteurs qui mesurent le taux de sucre. Et donc, selon les modèles, il y a des modèles comme en haut, où vous avez le capteur qui envoie l'information à la pompe et l'intelligence artificielle est dans la pompe, et d'autres modèles où ça doit passer par le smartphone parce que l'intelligence artificielle est dans le smartphone. Et le dernier modèle qu'a Madame Merlet, c'est celui complètement à droite, c'est-à-dire c'est le capteur qui envoie l'information à ce truc à gauche, là, qui est la pompe. Alors, c'est une pompe sans cathéter, parce que la plupart des pompes ont des fils, ont des tuyaux pour envoyer l'insuline dans le corps. Donc là,
nouveauté technologique qu'a Madame Merlet, c'est une pompe sans cathéter. Elle est patchée, et en fait, l'intelligence artificielle est dans cette pompe patchée. Comme il n'y a pas d'écran et qu'elle, quand même, elle est intéressée par savoir ce qui se passe, en fait, il y a son smartphone qui lui permet de voir sa glycémie, et puis, bien sûr, d'annoncer ses repas, s'il doit faire de l'activité physique. Oui, et puis un petit détail également, très concret, c'est-à-dire que ces résultats, vous pouvez les partager avec des proches, votre médecin, mais également votre mari, et qui peut suivre aussi votre situation, même à plusieurs milliers de kilomètres à distance. Voilà ce que ça donne physiquement. Donc là, c'est des gens qui vous montrent leur système. Donc vous avez différents types de systèmes. Donc vous voyez, il y a des personnes plus âgées, plus jeunes. Et celui qu'a Madame Merlet, c'est celui qui est complètement à droite. Donc vous voyez, sur la cuisse, il y a la pompe, le pod. On appelle ça un pod. C'est une patch pompe. Au niveau de la ceinture, vous voyez qu'il y a le capteur. Et donc, eux, ils fonctionnent en tandem, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin du smartphone. Et par contre, Madame Merlet donc, peut regarder sur son smartphone comment ça marche, si sa glycémie est bonne. Et puis, quand elle va manger, elle va déclarer sur une application qu'elle a sur son smartphone, je vais manger telle quantité de glucides. Et à ce moment-là, le système va lui dire vous devriez faire tant d'insuline. Alors si elle trouve que c'est trop, elle peut dire non, je vais faire moins parce qu'en fait après j'ai prévu d'aller courir ou de faire quelque chose. Et si elle trouve que par contre en fait c'est un repas au restaurant et qu'il faut sans doute plus d'insuline, elle peut ajouter. Si jamais elle se trompe, c'est pas grave parce que l'intelligence artificielle va dire elle s'est trompée, elle m'a déclaré pas assez, et donc elle va remettre une petite quantité supplémentaire. Si on fait du sport, c'est pareil. 1 heure à l'avance, il faut dire je vais faire du sport parce qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle va viser une glycémie plus haute pour éviter de faire des malaises hypoglycémiques. Donc tout ça, ça nécessite quand même une éducation. Mais le résultat, bien sûr, c'est que, vous pouvez en parler mieux que moi, dans votre vie quotidienne, ça a peu changé. C'est formidable, vraiment, ça change. On vit comme tout le monde maintenant. Je veux dire, à part noter, mettre les glucides, après on vit, on voyage, on fait plein de choses. Vous avez 4 enfants, vous voyagez. Ouais. Tout le monde est ravi et ça se passe super bien. Ouais, c'est un système en boucle fermée, c'est ça hein ouais. Et il y a 30 000 personnes équipées en France aujourd'hui. Voilà, 30 000 et ça ne fait qu'augmenter. Rien qu'à Montpellier, nous on en a une dizaine par semaine et en 2 mois on en a 100 ou 50 ou quelque chose comme ça. Surtout depuis qu'il y a ce nouveau système miniaturisé sans tubulure. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont hyper intéressées, qui veulent arrêter de faire des piqûres ou d'avoir des pompes. Et maintenant, on est en train de faire une étude dans différents centres français que je pilote, où on va mettre dès le diagnostic du diabète chez les enfants et les adolescents, le système qu'a Madame Merlet, le système Omnipod 5. C'est-à-dire c'est des enfants et des ados, en fait, qui n'auront jamais connu le diabète, où on fait des piqûres avec des seringues ou des stylos injecteurs. Ils n'auront jamais piqué leur bout du doigt. On leur apprend quand même, parce qu'il faut toujours une roue de secours si jamais leur système ne marche pas. Mais ils vont être traités d'emblée par un système automatisé. Très bien. Alors c'est une technologie qui est développée en partie aux États-Unis, mais également aussi ici à Montpellier. On voit aussi des innovations du quotidien avec une application qui a été créée par un de vos doctorants, c'est ça, Diapimed. Ça consiste en quoi et en quoi ça peut changer la vie de... C'est ce que Madame Merlet a expliqué. Donc peut-être vous pouvez donner un exemple si vous voulez manger un couscous. J'ai une application où je note ce que je mange. Ou même si je prends un paquet, je vais dire n'importe quoi, de pâtes, j'ai un code barre, je peux avoir le code barre et savoir combien, si je mange 100 grammes de pâtes, combien je vais avoir de glucides. Et, mes repas sont basés sur l'application. Et ça a été créé incroyable. Ici par un de vos Oui, c'est un de mes doctorants qui avait fait sa thèse là-dessus et qui développe donc cette application. Alors, au début, elle était relativement simple. C'est-à-dire, c'est juste quand vous déclarez ce que vous allez manger, ça vous dit automatiquement combien il y a de glucides dedans. Et maintenant, c'est un peu plus sophistiqué. La version 2 qu'on va tester dans différents centres français, ça va dire en plus quelle est la dose d'insuline nécessaire. C'est pour les patients qui n'ont pas de pompe à insuline. C'est-à-dire que quand on a des piqûres d'insuline, il faut quand même faire une dose d'insuline qui dépend de ce qu'on va manger. Et donc, quand on a un système de pancréas artificiel, le système fait beaucoup de choses, mais il y a encore la plupart des patients diabétiques type 1 qui font des injections. Et donc, eux, ils ont le même questionnement. C'est combien je vais faire alors que je vais manger cette quantité. Et donc, la nouvelle version de l'application leur dira, vous devez faire telle quantité.
Alors il y a un autre, on voit bien cette montée en puissance de ces technologies qui donnent de plus en plus d'autonomie, donc c'est vraiment enthousiasmant. Un autre défi à relever, un autre challenge, professeur, c'est la formation des équipes, c'est ça pour que... Oui, c'est sûr que vous avez compris que là, on change de braquet. C'est plus du tout la même diabétologie. Oui. C'est-à-dire que la diabétologie classique, c'est d'apprendre, de regarder des carnets où il y a des résultats, d'adapter. Maintenant, on est un peu des conseillers techniques. C'est ce que je dis à mes patients. Moi, je suis conseiller technique, un peu comme dans une équipe de Formule 1, c'est-à-dire qu'on règle le moteur pour que ça marche le mieux. Et c'est vrai qu'il faut apprendre aux diabétologues à savoir gérer ça. Parce que le diabétologue classique, il ne sait pas sur quelle manette il faut changer le système pour qu'il donne les meilleurs résultats. Et donc, on a effectivement créé il y a 2-3 ans un diplôme interuniversitaire. Et donc, peuvent s'y former tous les diabétologues, pédiatres ou d'adultes, les infirmières, les diététiciennes, pour justement savoir comment former les patients et les suivre alors qu'ils utilisent des pancréas artificiels. La limite principale aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'en fait, la technologie, maintenant, elle est disponible pour tous les diabétiques de type 1, à partir de l'âge de 2 ans. Donc, mais par contre, il faut qu'ils puissent être formés et suivis par des personnels de santé compétents, bien sûr. Très bien. Et là, ce que vous me disiez, c'est qu'en termes de remboursement, la France est plutôt en avance. En termes d'adoption de ces technologies, on est en avance par rapport à nos voisins européens? Oui, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur la sécurité sociale, mais enfin, il ne faut pas oublier quand même qu'on est un des rares pays au monde où tout ça est remboursé gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, ou même aux États-Unis, si vous n'avez pas une bonne assurance, c'est vous qui payez tout. Donc, même en Europe, l'accès à la technologie, notamment pour les enfants, est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut faire des dossiers, c'est accepté ou ça l'est pas, alors que vu les résultats scientifiques, bon, c'est vrai que les équipes françaises ont contribué à produire ces résultats scientifiques, mais il y a quelques semaines, l'HAS a publié en disant non, il n'y a pas de limite, en fait, tous les types 1, ils n'ont pas obligatoirement besoin de passer par la pompe, ils peuvent directement avoir ces technologies automatisées. Il n'y a pas de limite de contrôle. Ceux qui sont mal contrôlés, bien sûr, ça va les aider. Ceux qui sont déjà bien contrôlés, moyennant tous ces efforts dont j'ai parlé, pourquoi leur refuser alors qu'ils vont avoir une charge mentale diminuée? Donc, c'est vrai qu'on a quand même un système de santé extraordinaire par rapport à la majorité des pays du monde. Exactement, qui redonne énormément d'autonomie. Alors, je voudrais qu'on se projette encore un tout petit peu dans l'avenir, avant de prendre bien sûr des questions de la salle, sur les greffes. Où on en est, en quoi ça peut redonner aussi peut-être de l'autonomie. Voilà, donc les greffes, en fait, donc on peut greffer un pancréas, mais c'est une opération qui est lourde et qui est rarement faite, sauf si on a besoin d'une autre greffe. Si on a besoin, par exemple, si on est diabétique et dialysé, on peut greffer un rein, on peut être dialysé, et en même temps un pancréas. Mais c'est une opération qui est relativement lourde. En fait, on n'a pas besoin de tout le pancréas, on a besoin juste des cellules qui produisent l'insuline. Donc, ce qu'on fait dans notre laboratoire au CHU à Montpellier, et qui se fait aussi à Lille et à Paris, c'est qu'on isole, en fait, on récupère le pancréas de quelqu'un qui est décédé, on isole dans le laboratoire les cellules qui produisent l'insuline et on les met dans un sac, comme pour faire une transfusion, et on va les mettre dans le foie du receveur diabétique. Et donc, ces cellules vont aller se greffer dans le foie, et elles vont remplacer les cellules que le patient a perdues. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la glycémie, ces cellules vont libérer de l'insuline. Mais ce n'est pas les cellules du patient. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre un traitement anti-rejet qui a sa toxicité, risque infectieux, risque de cancer. Et donc, c'est réservé en fait à des cas très particuliers de personnes qui soit n'arrivent pas à se former à la technologie, soit la refusent. Il y a des gens qui ne veulent pas avoir de choses sur eux. Et donc, dans ces cas très particuliers, on peut faire des greffes d'îlots, mais en nombre limité, parce que le problème, c'est pour toutes les greffes, c'est la disponibilité du don d'organes. On récupère peu de pancréas, on récupère le foie, le cœur, les reins, mais le pancréas, c'est rare. Et donc, on manque de donneurs, en quelque sorte. Alors, la révolution possible, c'est ce qui a été rapporté en Chine là récemment,
ce serait de prendre des cellules souches qu'on a tous sur nous. On a des cellules souches dans la plupart de nos tissus. Par exemple, ce qui a été fait en Chine, c'est de prendre un bout de gras, d'isoler les cellules souches qu'on a dans notre tissu adipeux, et ces cellules souches, les différencier en laboratoire en cellules qui produisent de l'insuline, et puis les réinjecter chez le même patient. Et ça, c'est tout récent Alors, ça a été publié dans Nature il y a quelques semaines. Donc c'est une preuve de concept, c'est un cas. Mais c'est la preuve qu'en fait on peut prendre ses propres cellules, les cellules souches d'un individu, les transformer en cellules qui produisent l'insuline, lui réinjecter, et ça marche au moins 1 an, puisque cette personne chinoise, en fait, on a les résultats à 1 an, elle a pu arrêter l'insuline, etc. Ouais. Mais il y a moins de risque de rejet, mais oui. Alors par contre, comme je vous ai dit, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire si vous remettez des cellules bêta qui viennent de vous, la maladie, elle n'a pas oublié, donc elle va redétruire les cellules. Donc il faut aussi un traitement, cette fois-ci pas anti-rejet, mais un traitement qui empêche la maladie de se développer. Donc on n'est pas quand même, c'est pas un traitement simple. Il suffit pas de dire bah tiens, prenez-moi des cellules souches là, faites-moi des cellules qui produisent l'insuline, je serai plus diabétique. C'est un peu plus lourd quand même. Puis comme tout ce qui est issu de cellules souches, le risque, c'est qu'elles redeviennent cellules souches. Ouais. Et dans ce cas, ça fait un cancer. Donc du coup, c'est pour ça que cette brave chinoise, elle est surveillée comme le lait sur le feu. On lui fait des échographies sans arrêt pour vérifier que les cellules qu'on lui a injectées ne redeviennent pas des cellules souches et lui provoqueraient un cancer. C'est intéressant, mais ce n'est pas forcément la solution miracle. Scientifiquement, c'est intéressant. Mais ce n'est pas la solution immédiatement disponible. Ce qu'on va surtout voir aujourd'hui, c'est d'améliorer la technologie en boucle fermée, ce qu'utilise Madame Merlet. Qu'est-ce qui pourrait, je sais que vous êtes extrêmement enthousiaste et ça fait vraiment du bien, mais qu'est-ce qui pourrait être encore un petit peu amélioré pour votre quotidien? C'est le fait de renseigner de manière encore plus facile ce que vous allez faire comme activité ou ce que vous allez manger Franchement, pour l'instant, je ne vois pas. Enfin, c'est tellement révolutionnaire que vraiment, moi, je l'attends depuis 40 ans, ce système. Et quand j'ai vu l'autre jour des jeunes diabétiques, je dis mais quelle chance vous avez d'être diabétique maintenant. Ils m'ont dit bah non, c'est pas une chance d'être diabétique. Je dis non, j'ai pas dit ça, mais la nouvelle technologie est vraiment très très bien, quoi. Vous travaillez à quoi comme éventuelle amélioration? C'est le fait de pouvoir généraliser, c'est mieux formé en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ici à Montpellier, on a beaucoup travaillé pour que ce soit accessible aux enfants, parce qu'au départ c'était que. Et vous avez dit qu'il y en avait de plus en plus tout à l'heure. Voilà. Et le diabète type 1, c'est quand même une maladie qui est très contraignante chez les enfants et leurs familles. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de recherches cliniques pour démontrer la sécurité chez les enfants, l'efficacité. Et c'est vrai que les parents de ces enfants diabétiques disent mais nous, maintenant, on dort la nuit, on n'a plus peur que nos enfants font des hypos, ils peuvent aller à l'école, ils peuvent faire toutes les sorties possibles à l'école, il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus d'infirmières qui viennent à l'école pour faire les piqûres. Il y a même des mamans qui avaient arrêté de travailler depuis que leur enfant était diabétique, qui ont repris du boulot. Donc, non, c'est une vraie révolution. Alors, Madame Merlet, qui a connu vraiment l'histoire, l'évolution, pour elle, si vous lui demandez qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, elle dit bah, déjà, c'est pas mal. Mais c'est vrai que les gens qui n'ont pas tout ce passé, ils disent mais si ça peut être complètement automatique, ce sera mieux. Donc, on travaille là-dessus avec l'université américaine pour justement où on n'aurait plus besoin. Alors, ça de changer les pompes, non, non. Enfin, ça, on aura toujours besoin. Mais alors, on peut effectivement avoir des systèmes complètement implantés, qui seraient des organes artificiels implantés pour plusieurs années. Mais ce que demandent beaucoup de patients au quotidien, c'est que le système puisse comprendre qu'il y a un repas, comprendre qu'il y a une activité physique, et automatiquement, il s'adapterait. Donc on y travaille dessus. En temps réel quasiment, mais bon, c'est pas forcément facile, quoi, parce que comme il faut injecter 15 minutes avant. Voilà, donc pour l'instant, oui, mais si on arrivait à former l'intelligence artificielle prédictive, quoi. Voilà, si elle vous capte des informations pendant 15 jours, 3 semaines, elle va savoir comment vous vivez. Oui. Et donc, à partir de là, si elle voit la glycémie qui monte à 12h15, elle va dire ça, c'est un repas. Et elle envoie l'insuline. Donc, c'est des travaux de ce style-là. Des signaux faibles à bien décrypter. Voilà. Madame Merlet, vous vouliez dire quelque chose, non? Je voulais juste dire que pour moi, le pancréas artificiel, c'est ce que vous venez de dire. C'est vraiment qu'il fait tout, quoi. Là, on est en boucle fermée. C'est pas encore un pancréas artificiel pour moi, personnellement. Mais c'est déjà énorme. Mais... Donc, décrypter encore plus d'informations. Je propose, sauf professeur, si vous souhaitez ajouter quelque chose, mais que nous donnions la parole au public, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions sur ces dispositifs
aux nouvelles technologies. Peut-être en attendant que le micro circule, j'ai envie de vous en poser une. Est-ce que précisément vous associez les patients à l'élaboration de ces outils, à leur perfectionnement, et peut-être aussi ont-ils un rôle de père aidant, ou en tout cas d'acculturer d'autres personnes qui vivent la même chose et de leur dire oui, c'est possible et c'est tellement mieux? Oui, c'est pas un hasard qu'on soit à deux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique. Et en fait, nous, il faut qu'on comprenne les besoins des patients pour pouvoir les aider. Et il faut qu'eux puissent nous critiquer aussi en disant « mais ça marche peut-être dans votre labo ou dans votre tête, mais dans la réalité, ça ne marchera pas ». Donc, en fait, c'est un vrai tandem. Et maintenant, il y a des patients experts, c'est-à-dire qui ont suivi toute une formation et qui sont des vrais partenaires. Nous avons toute l'éducation thérapeutique. Par exemple, on fait des randonnées avec des personnes qui ont un diabète de type 1 et ces systèmes-là, pour faire en temps réel, en vie réelle. Il y en a qui ont fait de la plongée, qui ont fait un tas d'activités diverses et variées, mais il faut leur apprendre à faire ça. Et on le fait toujours avec des patients experts qui peuvent faire un peu l'intermédiaire entre le médecin et puis le patient traité. Formidable, merci beaucoup. Alors oui, nous avons plusieurs mains qui se lèvent, s'il vous plaît. Alors voilà, on va commencer là-bas, on vous écoute pour votre question. Oui, bonjour. Bonjour messieurs, dames. Merci professeur, merci pour la qualité de vos interventions. Je voudrais savoir, pour un patient diabétique de type 2, avec des insulines, un capteur, pourra-t-il accéder à l'Omnipod 5 ? Alors, pour l'instant, ça n'est pas officiellement remboursé. Le problème des types 2, c'est très souvent, ils sont en surpoids. Il y a 80% des sujets type 2 qui sont en surpoids et donc ils ont des grosses doses d'insuline. Or, dans le pod, il n'y a que 180 unités. Et donc, si vous avez, mettons, 100 unités par jour, ça veut dire qu'il faudrait changer votre pod tous les 2 jours pratiquement. Donc, ce ne serait pas faisable. Enfin, je ne suis pas concerné, mais j'imagine que changer cette patch pompe un jour sur 2, ça doit être contraignant. Donc, il faut pour ça qu'on développe des insulines plus concentrées. C'est-à-dire que vous aurez dans le même volume 2 fois plus d'insuline, voire 5 fois plus d'insuline. C'est faisable, ça existe. Mais il faut le mettre au point, le tester, voir la sécurité. Par contre, les systèmes de boucle fermée, c'est vrai que dans le cadre d'études, on les teste déjà chez les patients diabétiques de type 2. Donc, si vous êtes diabétique de type 2, vous êtes sous plusieurs injections d'insuline ou sous pompe avec un capteur, si vraiment vous n'y arrivez pas ou c'est trop compliqué, on peut maintenant faire des boucles fermées. Dans le journal Le Point, il y a un témoignage d'un de mes patients là, qui... un super papier de Caroline Tourbe, voilà. Grâce à vous. Et c'est vrai qu'elle l'a interviewé, c'est un garagiste du côté d'Alès, et il a dit mais moi, ma vie est transformée, quoi. Ouais. Il passait à peine 15% du temps dans la zone verte. Maintenant, il a 95%. Et c'est un patient diabétique de type 2 qui est en surpoids, mais lui, il n'a pas le système Omnipod 5, évidemment, parce qu'il lui faut une pompe avec suffisamment de réservoirs. Merci beaucoup. Alors, nous allons prendre... Oui, et nous avons plusieurs demandes de parole. Alors, le micro arrive, monsieur, au 2e rang, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ce qu'on vient de voir, c'est une correction d'une maladie, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une recherche fondamentale concernant la source de cette maladie ? Oui, alors effectivement, c'est une maladie auto-immune. Donc l'idée, et c'est vrai qu'il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, notamment Sanofi en France, pour voir si on ne pourrait pas donner un traitement avant que la maladie apparaisse cliniquement. Parce qu'en fait, cette maladie auto-immune, si jamais on repère des signes avant que le patient ait des signes cliniques, en fait, des signes biologiques, des anticorps dans le sang, on pourrait faire un traitement. Le problème, c'est qu'il faut, comme je vous ai dit, c'est souvent une maladie qui n'est pas familiale. Donc c'est compliqué, on ne peut pas faire dans toute la population un dépistage pour savoir si vous n'avez pas des anticorps et que vous allez faire un diabète de type 1. Donc actuellement, c'est en pleine discussion. On appelle ça le dépistage du pré-diabète de type 1. Alors en France, ça devrait commencer par les apparentés. Donc si vous êtes parent d'enfants diabétiques, très souvent les parents nous demandent et est-ce que je pourrais savoir si mon enfant il risque de devenir diabétique? Alors on peut faire des prises de sang et on peut voir effectivement si la maladie a déjà commencé, mais sans manifestation clinique. Et ces enfants pourraient être le cible d'intervention immunitaire, de traitement immunitaire qui éviterait la maladie.
Pour l'instant, ça n'existe pas. On peut ralentir la maladie avant qu'elle s'exprime cliniquement, mais on ne peut pas la guérir. Mais il y a beaucoup de laboratoires. Il y en a qui travaillent aussi à Paris sur la vaccination. C'est-à-dire que si on pouvait repérer des gènes particuliers liés à cette maladie, on pourrait vacciner, en fait, dès la naissance, même peut-être avant, pour éviter que la maladie apparaisse. Mais là, c'est de la recherche fondamentale. C'est pas du tout dans la pratique, hein, mais on essaye effectivement, si on pouvait prévenir la maladie avant qu'elle s'exprime cliniquement, ce serait l'idéal. Merci. Une autre question, oui, nous avons au deuxième rang, s'il vous plaît, ici, et ensuite madame derrière. On vous écoute, madame. Bonjour et merci. L'accès à ces dispositifs électroniques, les patients, est-ce qu'ils doivent être éligibles, outre le fait d'être diabétiques de type 1, par exemple l'âge, d'avoir des facilités avec les outils digitaux? Et dans ce cas-là, est-ce que, je pense plutôt aux personnes âgées qui auraient des difficultés, par exemple, à rentrer des informations sur un smartphone. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait à destination de ces personnes qui seraient un peu éloignées de ces nouvelles technologies? Oui, on a fait une étude en France où on a choisi des personnes qui étaient dépendantes. C'est-à-dire qu'elles étaient à domicile, elles étaient incapables de faire leur piqûre d'insuline. C'était une infirmière qui passait 3 fois par jour et on a fait une étude randomisée où la moitié de ces patients, on leur a dit, bon, ben, c'est fini les piqûres, on vous met un système automatique. Quand vous mangez, vous ne mettez pas les glucides, vous appuyez sur un bouton en disant repas. Eh bien, ils ont amélioré en 3 mois considérablement leur contrôle glycémique. Il n'y a pas eu des comas hypoglycémiques ou des complications. Donc, on peut les utiliser, ces systèmes, d'une manière simplifiée, notamment pour les personnes âgées dépendantes. En fait, l'éligibilité, depuis que l'HAS a publié son actualisation, là, il y a quelques semaines, en fait, tous les types 1 sont éligibles à partir de l'âge de 2 ans. À partir de 2 ans, oui. Ouais. Il n'y a pas de limite supérieure. Après, c'est la capacité de gérer. C'est sûr qu'il faut... On ne peut rien faire sans les patients, hein, on l'a dit plusieurs fois. C'est-à-dire qu'un patient qui vous dit non, moi j'en veux pas, on ne peut pas le traiter contre son gré, évidemment. Mais par contre, s'il dit ben oui, moi ça m'intéresse de m'y mettre, on y arrive toujours. Il y a même c'est à Paris là, qui ont travaillé Robert Debré, ils ont même des enfants de femmes maliennes qui ne savent pas écrire ni compter et qui utilisent ce genre de système. Donc on peut éduquer même des gens qui... Il ne faut pas être prix Nobel pour utiliser un système comme ça. Hein. Il faut du bon sens. Parfois, ils sont dangereux parfois les prix Nobel parce qu'ils réfléchissent trop. Donc, Merci beaucoup. Madame ? Bonjour, je voudrais savoir s'il y a eu des études qui mettraient en évidence un microbiote particulier dans le diabète de type 1 et si des interventions de modulation du microbiote pourraient avoir une action positive. Non, pour l'instant, le microbiote, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop quoi en faire. C'est-à-dire qu'il y a eu des études chez l'animal, mais c'est plutôt dans le type 2, avec l'obésité, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas identifié de microbiote particulier. Et c'est un peu la mode, on parle beaucoup du microbiote, mais en fait on ne sait pas trop que faire de ces milliards de bactéries qu'on a dans notre tube digestif. Il y a des travaux expérimentaux qui se font chez les animaux, mais pour l'instant, pour le diabète, on n'a pas de piste précise, quoi. C'est encore de l'exploration, on va dire. Bien, alors nous allons prendre une autre question. Madame, le micro arrive vers vous, voilà. Moi, j'ai une question assez simple. Je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que certains individus deviennent diabétiques après un choc émotionnel. Et alors, en fait, le choc émotionnel, c'est ce qui déclenche le passage à la clinique. C'est-à-dire qu'en fait, les diabétiques de type 1, ils sont malades depuis longtemps sans le savoir, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie se constitue à bas bruit, c'est-à-dire on produit des anticorps contre ces cellules qui produisent l'insuline, mais il n'y a aucun symptôme. On se sent très très bien. Et puis, dans une circonstance où on va avoir besoin de plus d'insuline, choc émotionnel, infection, là, le pancréas, il n'a pas la capacité de réponse. Et donc, le diabète s'exprime cliniquement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « moi, je suis devenu diabétique comme mon père est mort ». En fait, c'est pas le décès qui a provoqué le diabète. C'est les gens qui étaient malades sans le savoir, et le fait d'avoir ce stress majeur
ça a demandé plus d'insuline au pancréas qui était plus en capacité puisqu'il était déjà malade. Donc c'est un révélateur, si vous voulez. Mais c'est pas le stress qui provoque le diabète. Le stress, il révèle en fait une maladie sous-jacente. Merci beaucoup. Une dernière question courte, réponse courte. On vous écoute, madame. Moi, j'ai une question très pratico-pratique sur le capteur. Est-ce qu'il y a des endroits où on l'implante plus que d'autres? Est-ce qu'on peut se doucher avec? Est-ce qu'il est pourvoyeur d'infection ou pas? Peut-être, madame Merlet, effectivement. C'est l'utilisatrice qui va vous répondre. Donc effectivement, on peut prendre une douche avec, on peut aller se baigner. Moi, souvent, quand je vais dans la mer, par exemple, je mets toujours un autre pansement pour... Voilà, moi je les mets toujours dans le bras, enfin souvent dans le bras, ou alors sur le côté du ventre, de chaque côté, mais je les laisse toujours à côté parce que j'aime bien qu'ils communiquent bien. Mais ouais, on peut faire beaucoup de choses avec, en fait. C'est même quand vous allez... il y a même des... J'ai vu l'autre jour, il y avait quelqu'un qui avait comme un bandeau, c'est élastique, et ça tenait le pod aussi. Ouais, c'est... Formidable, merci beaucoup. On vous applaudit, merci professeur, merci madame, merci beaucoup Guillaume. Et donc on se retrouve dans quelques instants avec le professeur Christian Jorgensen. On va continuer à parler des maladies auto-immunes et il va tout nous dire donc sur le nouvel institut hospitalo-universitaire. À tout de suite, merci à vous.